Et on poursuit avec l'analyse de notre partenaire du mercredi, Xavier Van Lierde, qui est journaliste chez Radio Courtoisie. Bonjour Xavier Van Lierde, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselott, bonjour Richard. Alors je suis effectivement accompagnée de Richard de 16 aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, mais n'ont pas l'image. Xavier Van Lierde, ce matin, vous nous emmenez à la campagne. Oui, absolument. Ce matin, j'ai décidé de vous emmener dans les Yvelines, aux portes du parc naturel régional du Vexin français, dans la petite commune de Tessancourt-sur-Aubette. C'est un nom charmant, n'est-ce pas? C'est délicieux. Tessancourt-sur-Aubette. Un nom qui sent bon la France, et même l'ancienne France, ou du moins la France de jadis, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais reste quand même, vous en conviendrez, très bien. Rien qu'à entendre ce nom, Tessancourt-sur-Aubette, on imagine déjà l'église, la place de l'église et le café de la place. Ou alors, si on est de sensibilité plus Troisième République, la mairie, la place de la mairie, et quand même toujours l'incontournable café de la place. Mais cessons là ces rêveries mélancoliques, oublions ces clichés sépia et cette histoire surannée de café de la place, car il n'y en a tout simplement plus. Un article paru cette semaine dans le Figaro nous apprend que Tessancourt-sur-Aubette est plutôt un symbole de la sourde rivalité territoriale qui oppose désormais dans les campagnes françaises McDo et les kebabs. Les dynamiques d'américanisation et les dynamiques d'islamisation qui se percutent dans la fameuse France périphérique qui est en fait la France profonde. Dans le Figaro, la maire sans étiquette de Tessancourt résume la situation avec la simplicité et le pragmatisme de ceux qui se confrontent quotidiennement au réel. Installer un McDo, déclare-t-elle, m'a semblé être une belle alternative aux kebabs qui se sont multipliés à Meulan. Aux confins du Vexin, Tessancourt-sur-Aubette fait ainsi figure de village gaulois assiégé par les kebabs. Il y en a effectivement déjà 6 dans la commune voisine de Meulan, et à peine plus loin, de l'autre côté de la Seine, les Mureaux en comptent au moins une dizaine. La pression est donc énorme, et dans ces circonstances, McDo est apparu au maire comme une sorte d'allié, et c'est donc avec le soutien de la municipalité que l'enseigne américaine a planté son grand M jaune sur le rond-point de l'Aubette, que l'on appelle là-bas le carrefour des 3 collèges. Et oui, parce que les routes qui partent de ce carrefour mènent à 3 établissements scolaires, mais on pourrait tout aussi bien appeler ce carrefour le carrefour Auchan, car il jouxte la zone commerciale. Depuis les Gilets jaunes, on le sait, les ronds-points sont dans la France périphérique des lieux stratégiques. En s'emparant du rond-point de l'Aubette, McDo préempte et contrôle tout un territoire. Et sa présence agit, espère la municipalité, comme un verrou. Ce que souhaite le maire, c'est rendre en réalité la commune infertile aux kebabs et autres tacos et bloquer leur remontée de long de la départementale. Mais revenons à l'examen des forces en présence, car gagner une bataille n'est pas gagner la guerre, d'autant qu'elle se joue en réalité dans la France entière. Du côté de McDo, la conquête de l'espace rural français est une stratégie revendiquée et assumée. Le groupe américain comptait un restaurant en France en 1979, 180 en 1990, il y en a aujourd'hui plus de 1560. Et c'est pas tout. En 2025, 50 nouvelles ouvertures sont programmées avec un objectif de maillage territorial serré. Garantir le droit de chaque Français à disposer d'un McDo à moins de 20 minutes chez lui, tel est l'objectif fixé par la multinationale américaine. Et oui, parce que maintenant, avoir un McDo près de chez soi est un droit. Donc, sur le papier, l'issue de la guerre ne fait pas de doute. La multinationale américaine a pour elle une puissance logistique digne du débarquement de Normandie, des ressources financières inépuisables, la coordination stratégique d'une armée en campagne et une force de frappe marketing inégalée. Du côté des kebabs et autres tacos, rien de tout cela, évidemment. Le déploiement des kebabs n'obéit à aucune stratégie, il n'est pas planifié par un commandement centralisé, il suit plus simplement l'expansion démographique des populations immigrées et leur extension progressive à tout le territoire. Les kebabs sont comme les bars à chicha, les points de deal, les mosquées ou les boucheries halal, des sismographes de l'islamisation de la France. Alors que l'américanisation est une colonisation sans colons, l'islamisation est une colonisation démographique. L'ouverture d'un McDo ne signale évidemment pas la présence d'une communauté américaine, alors que l'ouverture d'un kebab signale à tous les coups la présence d'une forte communauté arabo-musulmane. Et là, cher Liselott, cher Richard, les chiffres donnent tout simplement le tournis. On estime que dans les années 1990, la France comptait de 200 à 300 kebabs, alors qu'aujourd'hui, on en compterait de 13 000 à 14 000. La France a des kebabs presque partout. Il y a 10 fois plus de kebabs que de McDo, et encore, je n'ai pas compté les horribles tacos. C'est bien simple, il y en a partout, dans les métropoles, les villes, les banlieues, et de plus en plus dans les villages les plus reculés. Et c'est le signe, comme je l'ai dit, une colonisation démographique. Il participe quand même aussi
d'une colonisation culturelle, le kebab étant une sorte de vecteur du pouvoir d'influence culturelle arabo-musulman, notamment sur les jeunes générations. Dans son, dans son dernier ouvrage consacré aux métamorphoses françaises, Jérôme Fourquet donne le chiffre de la consommation de kebab selon les générations en Alsace. Parmi les Français nés avant 1955, on compte 17% de consommateurs de kebab. Parmi ceux nés entre 1971 et 1985, grosso modo notre génération, Richard et moi, on en compte déjà plus de la moitié, 54%. Et dans la génération de Liselotte, là, c'est le raz-de-marée. C'est-à-dire dans la génération des Français nés entre 1996 et 2002, il y a 78% de consommateurs de kebab. Alors pour quelqu'un de ma génération, tout cela révèle une évolution très très profonde et notamment une mutation très inquiétante des enjeux identitaires au cours des 25 dernières années. Il y a un quart de siècle, si j'avais consacré une chronique à McDonald's, le sujet aurait été celui du démontage du chantier de McDo de Millau par un certain José Bové et ses camarades de la Confédération paysanne. McDonald's était alors le symbole de la malbouffe, mais aussi du rouleau compresseur de la mondialisation qui uniformise, aseptise. Et avec ses moustaches à la Astérix, José Bové était devenu une sorte de héros identitaire d'une France qui ne veut pas mourir, qui veut garder sa cuisine, qui veut rester elle-même, qui veut garder aussi ses paysages et son art de vivre. Il y avait alors 700 restaurants McDonald's en France, moitié moins qu'aujourd'hui, et moins de 3000 kebabs, soit 4 fois moins qu'aujourd'hui. Il faut donc, chers amis, chers auditeurs, avoir le courage de regarder les choses en face, de regarder la réalité en face. Américanisation et islamisation sont bien les deux faits identitaires majeurs de ces derniers quarts de siècle. Des forces si puissantes qu'elles sont même venues à bout du PCF sur ses propres terres. Dans un autre ouvrage titré La France d'après la mondialisation en réalité, Jérôme Fourquet notait que dans toute la banlieue rouge parisienne, la couche culturelle yankee a recouvert l'ancienne couche marxiste. Il releva ainsi avec ironie que l'on trouve par exemple des restaurants McDo aux adresses suivantes. Rue de Stalingrad à Bobigny, avenue Stalingrad à Cheville-la-Rue, boulevard Maxime Gorky à Villejuif, avenue Paul Vaillant-Couturier à La Courneuve, avenue Gabriel Péry à Saint-Ouen, avenue Marcel Paul à Gennevilliers ou encore avenue Salvador Allende à Vitry. Mais Fourquet n'oublie pas aussitôt de préciser que dans cette même banlieue rouge, les nombreux commerces halal, les mosquées et autres salles de prière, ainsi que les pratiques vestimentaires, niqab et djellab pour les femmes, camis et barbe pour les hommes, attestent de leur côté de la prégnance de la couche musulmane en cours de sédimentation depuis une trentaine d'années dans le département, comme dans de nombreuses autres banlieues et quartiers populaires partout en France. Alors évidemment, cette observation n'est pas neutre. L'exemple de la banlieue rouge invalide en effet malheureusement la stratégie de la municipalité de Tessancourt-sur-Aubette en montrant qu'américanisation et islamisation peuvent très bien aller de concert et constituer une sorte d'effroyable tenaille identitaire. McDonald's n'est pas le verrou qui empêche le développement de l'islamisation. On peut même considérer qu'il est peut-être le rouleau compresseur qui, en détruisant nos modes de vie, a préparé le terrain à l'islamisation. Le slogan de McDo, c'est le fameux « Venez comme vous êtes ». Ce slogan, c'est tout sauf identitaire. C'est un slogan qui exalte l'indifférenciation, l'ouverture à tous les vents de la mondialisation, mais aussi à tous les vents d'immigration de masse. Venez comme vous êtes, c'est ce que pourraient dire les partisans de l'immigration de masse et ceux de la créolisation. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent. Alors, Tessancourt-sur-Aubette et son maire ont bien du souci à se faire, et en réalité, nous avons tous du souci à nous faire. Ce ne sont pas des McDonald's plantés au carrefour, au rond-point, qui nous sauveront de la vague de l'islamisation et de l'immigration de masse. Et que faire alors? Que faire, comme disait Lénine et son ancienne couche marxiste-léniniste? Eh bien, que faire? Eh bien, certainement nous reprendre en main et retrouver nos véritables racines et adopter une ligne de conduite qu'on pourrait qualifier de la sorte. Ni McDo, ni kebab, ça peut sembler simpliste si c'est un slogan politique, mais si c'est une ligne de conduite personnelle, eh bien, cela prend du sens. Chers auditeurs, cher Richard, cher Liselotte, n'allons plus jamais ni au McDo, ni bien sûr au kebab. Allons dans des bouchons, dans des bistrots, dans les routiers, dans des bars à vin. Ce sont les points d'ancrage qui certainement éviteront de nous laisser submerger des barrages bien plus
bien plus robuste et de surcroît bien plus appréciable et sympathique. C'était la conclusion de cette chronique face à ces deux phénomènes inquiétants. Merci Xavier Van Lierde. Et effectivement, je pense que, chers auditeurs, on peut tous vous encourager à éviter les kebabs ou les McDo et à valoriser les commerçants qui vous proposent de la nourriture un peu plus ancrée, identitairement parlant. Je ne sais plus s'il y a un jingle, Franck, une petite musique, pardon. Comme vous voulez, si vous en voulez un, le voici. Ligne droite. Voilà, comme ça on scinde entre la chronique de Xavier Van Lierde et la discussion que nous entamons maintenant avec Richard de Sèze, donc à ce propos. Quand Xavier Van Lierde, vous nous dites qu'effectivement il faut donc cesser de consommer en fait, tout ce qui est snack, donc kebab et McDonald's en l'occurrence, il y a aussi la question de l'offre par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui en consomment parce que déjà il y a un mythe selon lequel ce serait moins cher que d'autres restaurateurs, donc y compris le jambon beurre qu'on irait acheter chez le boulanger. Là évidemment c'est faux, mais surtout avec ce développement, en parallèle, se joue aussi l'effacement de tous ces petits commerçants, ces bistrots qui offraient de quoi manger sur le pouce. Et Victor Aubert, d'ailleurs, nous invitait hier à justement peut-être faire revivre ces commerces de proximité qui sont aujourd'hui en train de mourir. Oui, oui, vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire que le développement voilà, de ce qu'on appelle les pratiques du snacking, hein. Voilà, c'est encore un mot anglo-saxon, mais j'ai pris pour habitude de conserver les mots anglo-saxons des phénomènes qui sont désagréables. Donc le snacking, c'est l'habitude qui consiste à, comme on le dirait avant, manger sur le pouce, s'est développé parce que nos modes de vie ont changé. Et à la fois les kebabs et les McDo répondent à un monde en réalité qui est devenu fragmenté. C'est-à-dire que dans la mondialisation, il y a aussi une sorte d'offensive contre la liturgie des journées. Auparavant, la journée était rythmée par des repas pris ensemble, soit en famille, soit avec les collègues, et dans des lieux déterminés. La mondialisation, c'est au contraire une fluidification extrême, une individualisation des comportements, certes parce que c'est un trait de l'époque, mais aussi souvent une nécessité. Donc pour prendre un seul exemple parmi d'autres, la période Covid qui a isolé les gens et qui a fermé les restaurants en raison des mesures sanitaires absolument scandaleuses et grotesques prises à l'époque, a conduit à de nouvelles habitudes qui consistait à privilégier la vente à emporter. C'est-à-dire qu'il y a une énorme accélération de la restauration rapide qui prospère quand même. Il faut savoir que dans un McDonald's, 40% des repas sont pris assis, mais l'essentiel du chiffre d'affaires est pris à emporter. Et donc chacun a pris l'habitude de se nourrir de la sorte. L'autre élément qui a dopé ces restaurants, c'est le fameux télétravail. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que le télétravail allait permettre aux gens de se cuisiner des plats chez eux. En réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont bien plutôt quitté la cantine de l'entreprise ou le repas pris entre collègues pour se commander des plats emportés et continuer à travailler devant l'ordinateur. Mais c'est ce qu'ils faisaient du reste pour une large part déjà au bureau. Et on voit donc cette fragmentation se mettre en place. Les moments passés ensemble, les moments vraiment communautaires et donc identitaires, laissent place à une façon de picorer tout au long de la journée, tout en travaillant. Les repas ne sont plus pris à heure fixe, ils ne sont pas pris ensemble. Et un des points peut-être les plus tristes quand on se penche sur ce phénomène de snackisation, c'est que il n'a pas seulement pénétré les entreprises et les façons de se nourrir au travail, parce que traditionnellement, on mangeait sur le pouce, c'était tout à fait associé au repas qu'on prenait au travail. Bien que traditionnellement, on mangeait sur le pouce, mais ensemble. Mais ça s'est réduit. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que cette façon de se nourrir a pénétré désormais les familles. Ouais. Si on voit beaucoup de portions individuelles dans les supermarchés,
notamment pour des repas emportés vendus par les supermarchés, eh bien c'est parce que un nombre croissant de nos compatriotes, hélas, comme aux États-Unis, ne mangent plus nécessairement chez eux avec les autres membres de la famille. Et si par miracle ils mangent ensemble, ils ne mangent plus nécessairement le même plat. Chacun est tenant à affirmer sa préférence selon ses envies du moment. Voilà, c'est assez triste en fait. Ce qui s'efface, c'est une France dans laquelle les familles, la vie familiale et la journée étaient rythmées par le fameux à table hurlé par la mère de famille une fois, deux fois, trois fois pour rameuter tous les membres de la famille. Eh bien, ça tend à disparaître vers une vie où le frigo est une sorte de lieu où chacun vient servir au fil de la journée. Voilà le vrai visage de la snackisation. On peut peut-être ajouter à ça, cher Xavier Van Lier, le phénomène de la livraison qui s'est énormément développé depuis les livreurs tels que Uber Eats et autres sociétés, où là, il n'y a même plus l'effort d'aller chercher son repas. Il arrive tout seul à la maison pour un prix qui est encore plus élevé que si on allait manger un jambon beurre à la boulangerie d'en face. Ou même au bistrot, d'ailleurs. Parce que ça atteint souvent, même pour une personne, les 25-30 euros, ce qui est supérieur au plat du jour qu'on irait prendre dans le bistrot du coin de la rue. Et vous en parliez d'ailleurs, Xavier Van Lier, la semaine dernière. Franck a tout à fait raison. Dans la stratégie de maillage territorial de McDonald's, j'ai parlé donc de cette idée que les Français auraient droit à un McDonald's à 20 minutes de chez eux. Cette stratégie n'est pas seulement... intègre le fait que depuis les McDonald's, les hamburgers peuvent être livrés aussi dans toutes ces terres aux alentours. Voilà. C'est-à-dire qu'un McDonald's est toujours un lieu de livraison, en plus d'être un endroit où on peut aller chercher sa nourriture à emporter. Et effectivement, c'est lié là aussi à l'uberisation dont nous parlions il y a quelques semaines. Je voudrais revenir sur ce que vous appelez la stackisation. En fait, pendant très longtemps, on avait la possibilité d'emporter hors de chez soi de la nourriture, et voilà, les faucheurs emportaient un casse-croûte, et d'une manière, tous ceux qui travaillaient au champ en fait ne rentraient pas à la maison pour déjeuner, parce que voilà, quand c'est la période des moissons, on fauche et on s'arrête et on déjeune ensemble. L'ouvrier emportait sa gamelle à l'usine, et d'une manière générale, voilà, chacun avait la possibilité d'emporter de chez lui sa nourriture, mais beaucoup aussi n'avaient pas la possibilité, notamment en milieu urbain, de cuisiner, car les appartements n'étaient pas pourvus de cuisine, et donc c'est pour ça que s'étaient développés les bouillons et autres lieux de convivialité culinaire où on allait acheter pour pas cher, ce que de toute façon on était incapable de préparer chez soi. Donc on a inventé en France, mais en fait dans toute l'Europe et dans tous les pays, des manières de manger rapidement, avec une façon simple de transporter la nourriture, qu'il s'agisse de l'enfermer dans un pain, de l'enfermer dans un bol, et donc chaque pays a développé avec son génie particulier sa manière d'avoir sa gamelle plus ou moins chaude, plus ou moins froide. Le kebab et le McDonald's réinvente d'une certaine manière le jambon beurre si on veut, mais surtout voilà, ne propose rien qui soit fondamentalement différent de ce qui existait déjà en France. Ce qu'il y a de terrible, c'est la manière dont on a décidé de changer le goût, c'est-à-dire de délaisser le jambon beurre, de délaisser la pisse saladière pour ceux qui sont dans le sud. Voilà, donc c'est cette espèce de beignet avec fourré à une pâte d'anchois qui est absolument délicieux. Et chaque pays avait son casse-croûte, en fait, tout simple, qui permettait de manger tranquillement sans avoir besoin d'aller au restaurant, ni de retourner dans une cuisine qui, une fois de plus, n'existait pas toujours. C'est plutôt cette colonisation du goût que je trouve absolument abominable. C'est-à-dire, on a substitué des goûts orientaux ou américains à des goûts français, et des goûts français qui d'ailleurs étaient des goûts alsaciens, des goûts gascons, des goûts provençaux, et où chaque région avait en fait sa manière d'être dans le truc pas cher qu'on achète parce que j'ai pas de cuisine et j'ai pas de sous. Oui, mais le phénomène est conjoint malgré tout.
malgré tout. C'est-à-dire que il y a un double mouvement, d'une part de colonisation du casse-croûte, et cela dit, le cœur de la cuisine française, c'est quand même le repas à la française. Et le repas à la française, c'est un repas qui se définit non seulement par les aliments qui le composent, mais par une sorte de entrée, plat, dessert. C'est la façon quand même explicitement française, la plus magnifiée en tout cas, de manger. Et elle était quand même extrêmement répandue, jusque dans les cantines des entreprises. C'est-à-dire que le repas à la française n'était pas réservé uniquement au dimanche en famille ou au jour de fête. Et, et il tend quand même à s'effacer en raison de la désynchronisation de nos vies, désynchronisation des uns par rapport aux autres, et aussi désynchronisation des temps au fil de la journée. Donc le tempo a disparu pour laisser la place à une vie un peu stroboscopique, trépidante, dans lesquels il n'y a plus des moments de la journée consacrés à telle ou telle activité nécessairement. Et cela avantage évidemment ce qu'on appelle le snacking ou le picorage tout au long de la journée. Et puis, il y a un désavantage quand même comparatif de la France, parce que comme le summum de notre art culinaire, c'est le repas pris assis et qui dure un certain temps, avec différents plats qui se suivent, nous sommes relativement quand même désavantagés par rapport à d'autres cultures. Pour en prendre qui sont plus amicales à nos papilles, la pizza n'est pas un plat français. De la même façon, pizza, hamburger sont des façons de manger qui sont au cœur des traditions culinaires de certains de nos voisins, et pas au cœur de la nôtre. Au cœur de la nôtre, c'est le repas pris assis ensemble. Quand il y a certains marqueurs identitaires qui disparaissent, et la conclusion qu'on tire souvent à notre antenne, c'est que finalement, les Français sont quand même en attente et en demande de cela. Par exemple, les fêtes populaires qui ont tendance à renaître parce qu'effectivement, les Français le désirent. Est-ce que là, on n'est pas face à justement une exception, Xavier Van Lierde, avec des Français qui finalement se contentent très bien de ce qu'on leur offre, et si demain, certains s'embêtaient, et en même temps avec beaucoup de dévouement, à réouvrir justement un petit bistrot, un commerce où on peut effectivement se nourrir sur le pouce, mais encore une fois, de façon quand même un petit peu plus cohérente avec la culture française. Est-ce que vous pensez vraiment que ça fonctionnerait ? Est-ce que les Français sauteraient sur l'occasion ? Est-ce que ce serait une alternative qui serait bien accueillie ? Ou est-ce que de toute façon, ils sont parfaitement heureux et satisfaits de ce qu'ils ont avec les McDo et les kebabs ? Non, je pense qu'il y a une frustration latente, vous avez raison. Il suffit de voir l'engouement que suscitent les fêtes populaires du type fête du cochon ou tout un tas d'autres qui renaissent en France et qui sont des rendez-vous populaires extrêmement courus, qui rencontrent un succès fou. C'est certainement parce que les Français sont en manque de France, en réalité, et en manque de tradition populaire. Il y a un autre désavantage terrible. Alors, si on parle du phénomène du snacking, ça ne se résume pas aux tacos, aux hamburgers. Il y a aussi du snacking haut de gamme, plutôt à destination des publics métropolitains, un peu bobos, avec de très très bons produits, qui jouent sur les saveurs, la fusion entre telle ou telle cuisine, etc., avec des choses qui se veulent très chic. Très chic, mais à mon sens, ça n'épuise pas le sujet. C'est-à-dire qu'un casse-croûte peut être savoureux, ne pas relever de la malbouffe, ne pas être constitué comme un tacos d'ignobles poulet et fromage industriel. Ça resterait toutefois encore un problème. Pour la simple raison qu'un repas, ce n'est pas simplement flatter ses papilles et récupérer le nombre de calories ou de vitamines nécessaires. Un repas, c'est quelque chose qui se prend ensemble. C'est pas un plaisir solitaire, c'est nécessairement un plaisir communautaire. Et lorsque les gens se rendent à ces fêtes dont vous parliez, à l'évidence, ils n'y vont pas seulement pour manger le cochon à la broche, ils y vont pour retrouver les copains, la famille, les voisins, et retrouver une sociabilité qui n'existe plus par ailleurs, et qu'on retrouvait toutefois de façon assez naturelle dans la plupart des bistrots de France, qui malheureusement sont victimes aussi
d'une sorte voilà. Ils ne sont pas tous exemplaires, hein, bien entendu, mais d'une forme d'injustice fiscale, puisque un repas pris assis, je crois que la fiscalité est de 10%. Pour un repas emporté, elle est de 5%. Donc, bien évidemment, cela favorise, là encore, les pratiques de vente à emporter et de snacking. Et pas le repas pris ensemble au restaurant ou à la cantine ou ailleurs. Et il nous reste 2 minutes. La façon dont on peut privilégier ce repas pris ensemble, c'est aussi le développement des tables d'hôtes, le fait de ne pas exiger d'être tout seul à sa table. Et là, on a l'impression que les Français aussi sont favorables à ce retour à une certaine convivialité entre guillemets forcée, où quand on arrive dans le petit resto, le patron vous installe d'autorité à côté de la banquette de ceux qui y sont déjà, et libre à vous d'engager ou non la conversation. Absolument, mais c'est un autre signe enfin, de l'immense frustration qui est en réalité provoquée par voilà, les modes de vie contemporains, j'ose même plus dire modernes, parce que l'époque moderne, c'était une sorte de rêve. Donc les modes de vie contemporains, cette défragmentation qui isole, qui crée une solitude et un face-à-face absolument épouvantable avec soi, devra trouver des modes de résolution, car elle ne correspond pas à la nature profonde des êtres humains, qui sont naturellement portés à se regrouper, à échanger, à partager. En réalité, toute pratique qui bien évidemment s'accomplissent tout particulièrement au moment des repas et des repas pris ensemble. Merci Xavier Van Lierde pour cette chronique et puis pour cette discussion. Richard de Sèze, merci à vous aussi. Et je pense que, chers auditeurs, encore une fois, ce qu'on peut retenir, c'est que chacun, à notre échelle déjà, tentons d'éviter ce genre de restauration. Et même, le ketchup. Voilà, et puis en fait, de toute façon, effectivement, la leçon peut s'étendre à tous les signes d'américanisation ou donc de maghrébisation du pays. Merci Xavier Van Lierde, donc, et je vous dis à la semaine prochaine.